La sécurité sociale fête ses 80 ans au mois d'octobre, l'occasion pour le président de la Mutualité française de revenir sur les débuts compliqués d'une drôle de cohabitation entre les mutuelles et la Sécu, depuis intimement liées. Dans un petit livre facile d'accès, il revient sur quelques clichés qui entourent notre système de protection sociale et donne des pistes de réforme pour continuer d'en bénéficier. Bonjour Éric Chenu. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président de la Mutualité française depuis 2021 et vous allez faire paraître en septembre Sauver notre modèle de protection sociale aux éditions de l'Aube dans une collection qui s'appelle Paroles d'acteurs. Alors, peut-être pour commencer cette émission, revenons, si vous le voulez bien, aux origines. Quand et comment est née la sécurité sociale ? La sécurité sociale, elle naît dans le cœur de la Seconde Guerre mondiale, au cœur du Conseil national de la résistance, où des communistes aux gaullistes, du syndicalisme au patronat de l'époque, il y a eu un compromis pour se dire qu'à un moment donné, il y avait eu un certain nombre d'éléments qui expliquaient pourquoi il y avait cette grande bascule vers des idées nauséeuses et un certain nombre de replis qui ont abouti à des catastrophes. Et qu'il fallait tout faire à la fois pour reconstruire le pays, mais aussi éviter que des gens se retrouvent dans la misère et se retrouvent à céder à des bas instincts. Et c'est ces idées-là, des idées humanistes, universalistes, qui ont permis de construire ce compromis qu'est la sécurité sociale. Un projet où tout le monde protège tout le monde. C'est une solidarité obligatoire qui était à l'époque assise sur des cotisations sociales, salariales, patronales, pour financer la protection de tous sur les grands risques sociaux de l'époque, la maladie, les risques liés à l'incapacité de travailler suite à un accident ou à une maladie, les accidents du travail, les maladies professionnelles, la vieillesse, la retraite et tout ce qui sont les politiques familiales. Le 1er juillet 1946, commenceront à fonctionner les nouvelles caisses de sécurité sociale et les nouvelles caisses d'allocation familiale. Aussi, dès le début de 1946, les assurés sociaux verront leur situation considérablement améliorée. Le nouveau régime d'assurance maladie les couvrira à peu près intégralement contre toutes les charges résultant des dépenses médicales et pharmaceutiques. Mais est-ce que vous n'avez pas observé qu'il y avait dans la presse ou dans certains milieux une certaine attitude hostile contre la politique que vous entendez instaurer à ce ministère du Travail? C'est exact. On déclenche contre l'organisation nouvelle une campagne qui paraît systématiquement orchestrée. Le contraire nous aurait étonné, n'est-ce pas? Eh bien, monsieur le ministre, je me permets de dire que votre bonne volonté ne peut pas être mise en doute et je suis certain que tous les auditeurs qui auront entendu cette interview souhaiteront que vous réussissiez dans votre tâche. Ambroise Croizat au micro de la radiodiffusion française en 1945, l'ancêtre de l'ORTF, c'est le ministre du Travail communiste du général de Gaulle à propos du lancement de la sécurité sociale. Et c'est ce que vous disiez, Éric Chenu, c'est aussi ce pluralisme dans les forces politiques qui a conduit à ce bijou du patrimoine français aujourd'hui. Oui, c'est peut-être ce qu'on a un peu oublié. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas un projet de droite, de gauche ou du centre ou d'autre chose. C'est un projet de la société. C'est une promesse républicaine. Et je pense que ce projet émancipateur, où chacun peut mener sa vie, entreprendre, sans craindre un aléa, un accident de la vie, un pépin de santé, c'est quelque chose de clé. Et je pense qu'il faut aujourd'hui que l'on retrouve cet esprit-là. Aujourd'hui, depuis une trentaine d'années, avec le projet de loi de financement de la sécurité sociale, on assiste à des débats quelquefois un petit peu politiciens entre les oppositions et la majorité. Or, ces sujets qui concernent notre santé, qui concernent notre protection sociale, ne devraient pas être adoptés à 51% et encore moins au 49.3, mais nécessiter l'exigence d'une forme de dépassement pour aller rechercher du consensus, du compromis. Je pense que c'est essentiel pour notre système de santé, c'est essentiel pour notre protection sociale. On va venir dans un instant aux solutions que vous préconisez pour sauver notre modèle de protection sociale. C'est le titre de votre livre, Éric Chenu. Mais un dernier mot quand même sur l'histoire de la mutualité, des mutuelles et de la sécurité sociale. Aujourd'hui, ça semble très lié, même si évidemment la grande différence, c'est que les mutuelles ne sont pas obligatoires, contrairement à la sécurité sociale. Vous avez 35 millions
d'adhérents. Mais au démarrage, les mutuelles qui existaient bien avant la Sécu étaient opposées, en fait, à l'arrivée de la sécurité sociale. Alors, il y a 2 catégories de mutuelles. Il y a des mutuelles, effectivement, et il faut pas se le cacher, parce qu'elles géraient ce qu'on appelait des assurances sociales. Avant la Seconde Guerre mondiale, il y avait déjà eu des tentatives, pas généralisées, pas universelles pour l'ensemble de la population, mais il y avait eu un certain nombre d'essais. Et donc, au moment où la sécurité sociale, avec les ordonnances du 4 octobre, sont mises en place, certaines mutuelles ont une sensation de dépossession. Et donc, il y a un peu un « je t'aime, moi non plus » d'une certaine façon. Et puis, il y a d'autres mutuelles, notamment dans la fonction publique, parce que elles vont gérer la sécurité sociale des fonctionnaires au travers des sections locales mutualistes qui vont être dans un compagnonnage fort dès le début. Tout ça va converger dans les années 50-60 et ce qui est logique, les militants mutualistes vont être de plus en plus, et aujourd'hui totalement pleinement, des militants de la sécurité sociale parce que c'est la solidarité universelle, uniforme pour l'ensemble de la population. Le caractère dual, vous pointiez une spécificité du système français entre la protection qu'apporte la sécurité sociale, le complément qu'apportent les complémentaires, les mutuelles en particulier. On a un niveau de protection qui est inégalé. On a les niveaux de reste à charge, par exemple en santé, qui sont les plus bas au niveau européen. Donc c'est une vraie chance pour nous. Grâce à cette formidable avancée, on a gagné 40% d'espérance de vie depuis 80 ans. On a divisé la mortalité infantile par 15 dans notre pays. Tous les jours, aujourd'hui, il y a 1 million de consultations médicales qui se font jour. Alors, il y a des difficultés, il ne faut pas les nier. Il y a des nécessités d'évoluer, mais ça montre quand même la formidable efficacité de notre système pour un coût qui reste, la moitié de celui des États-Unis. On met beaucoup d'argent pour se soigner dans notre pays, ce qui nous permet d'avoir une espérance de vie entière qui est très bonne grâce à la mobilisation des professionnels de santé, grâce à une technicité de très haut niveau. Donc ça, c'est une super avancée. Mais il faut reconnaître que notre système, il coûte 11 euros par jour et par personne. Aux États-Unis, pour un système qui est moins efficient, beaucoup plus inégalitaire, ça coûte 22 euros par jour et par personne. Alors, puisque vous venez sur la question des coûts, et il faut qu'on y entre, Éric Genu, comment est financée la sécurité sociale? Alors, historiquement, c'était les cotisations sociales, patronales, salariales. Et puis, petit à petit, parce que la démographie a profondément changé. Dans les années 45-50, il y a 5 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, on est 1,6 actifs pour un retraité. Dans quelques années, on sera 1,2. Donc, on sait qu'on ne peut pas tout faire reposer sur le travail. Et donc, depuis les années 80, il y a des politiques d'allègement de cotisations salariales parce qu'il y a aussi une compétitivité internationale. Et les gouvernements successifs ont souhaité transférer de la dépense sur d'autres sources de financement. Donc il y a des sources fiscales qui sont venues compléter. Par exemple, Michel Rocard, au début des années 90, met en place la contribution sociale généralisée, la CSG, ce qui va générer des ressources pour la sécurité sociale, particulièrement pour l'assurance maladie. Aujourd'hui, 20% des ressources de l'assurance maladie proviennent de la CSG. Un peu plus de 20% proviennent de la TVA. Il y a une partie de la TVA qui est affectée au financement de l'assurance maladie également. Et donc aujourd'hui, on a une diversité de financement. Grosso modo, les cotisations sociales, les petites lignes de votre fiche de paie, de votre bulletin de retraite, c'est un tiers. Et un peu plus de 40%, c'est la CSG, la TVA. Après, il y a la taxe sur les alcools et les tabacs. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça qui viennent compléter et diversifier les sources de financement, mais qui, aujourd'hui, il faut le reconnaître, ne sont pas suffisantes au regard de la dynamique des dépenses de santé, au regard des besoins en santé pour l'ensemble de la population, et qui vont ne plus être du tout suffisant dans les années qui viennent, puisque on sait qu'on a devant nous une bosse démographique qui va être sans précédent, qui a déjà commencé, mais qui va s'accélérer, notamment au début des années 2030, ce qu'on appelait la génération du baby-boom, qui va devenir la génération du papy-boom. Et les besoins en santé
Et les coûts en santé d'une personne de 75 ans et plus, c'est 4 fois ceux d'une personne de 30 à 50 ans. Et le nombre de personnes de 75 ans et plus va être multiplié par 3 d'ici à 2050 dans notre société. Donc il nous faut dégager des ressources supplémentaires si on veut faire face aux besoins et garantir les équilibres de notre sécurité sociale. En effet, vous consacrez dans ce livre des pages sur la dépendance. Vous rappelez que d'ici 2050, le nombre de personnes âgées de plus de 80 ans va tripler. Et sur la dépendance, vous le dites, hein, il faut questionner le tabou de l'héritage. Ça fait partie de vos pistes de solutions, ça, Éric Chenu. Oui, parce que aujourd'hui, on hérite en moyenne à 63 ans dans notre pays, c'est-à-dire à un âge où voilà, la plupart des gens ont fait leur vie, et donc il faut voilà, il faut s'interroger là-dessus. Aujourd'hui, on a souvent beaucoup de débats sur les inégalités de revenus. Grâce à notre système social et fiscal, on a un système qui est très redistributif, qui est globalement quand même solidaire. On peut évidemment toujours le questionner et l'améliorer, mais ça fonctionne plutôt bien. Mais on ne regarde bien souvent pas les inégalités de patrimoine. Or, les inégalités de patrimoine sont bien plus importantes que les inégalités de revenus dans notre pays. Et elles se sont accentuées depuis les années 80. Et notamment à cause de nos règles d'héritage. Aujourd'hui, la grande majorité des héritages sont des tout petits héritages, et ce n'est pas ceux-là qu'il faut taxer ou changer les règles. Mais par contre, il y a des héritages de niveau bien plus important, et sur lesquels on pourrait, sans être évidemment confiscatoire, hein, mais avoir des éléments redistributifs qui permettent de dégager des ressources, notamment sur la dépendance, notamment pour remettre de l'argent utile, disponible pour l'ensemble de la société. Ce qui est intéressant dans l'histoire de la sécurité sociale, Éric Chenu, c'est que tout ne s'est pas fait évidemment en un jour. Ça a été progressif, la façon dont on a pu couvrir les fonctionnaires. C'était en 47, les étudiants en 48, la CMU en 1999, l'AME pour les étrangers en situation irrégulière plus tard. Est-ce que le système actuel protège mieux qu'à ses débuts? Bien sûr. Mais parce que, comment dire, les besoins de la société ont évolué, les possibilités d'intervention ont évolué. Au début, dans les années 50, l'essentiel de la dépense de l'assurance maladie, ce sont les arrêts de travail. Les dépenses en santé étaient bien moins importante en volume, en proportion, pardon, qu'aujourd'hui. Donc, tout ça a évolué. La population était plus jeune. Donc, il a fallu en permanence faire évoluer la sécurité sociale. C'est vrai que quand on dit la sécurité sociale, on a l'impression de quelque chose d'immuable. C'est immuable dans ses principes d'universalisme, d'unité, d'uniformité, d'autonomie, dans la promesse républicaine, mais dans la manière de la faire fonctionner. On l'a en permanence adapté, ajusté, et c'est, je pense, utile de continuer de le faire. Ce que moi, je regrette profondément, c'est qu'on a perdu quand même un des principes originels de la sécurité sociale au fur et à mesure des réformes successives, c'est le caractère démocratique. Les fondateurs de la sécurité sociale, que ce soit Ambroise Croizat qu'on a entendu tout à l'heure, ou Pierre Laroque et tous ceux qui ont été sur les fonds baptismaux de la sécurité sociale, voulaient qu'il y ait un cadre démocratique avec des partenaires sociaux, les organisations syndicales et patronales. Et petit à petit, on a dévitalisé quand même cette possibilité, cette capacité des représentants des assurés sociaux à décider de ce qu'ils voulaient pour eux, pour les autres. Et on a progressivement étatisé la protection sociale, ce qui ne me semble pas être une bonne option. Vous serez rejoint tout à l'heure par l'économiste Michael Zemmour, qui a beaucoup travaillé sur ces questions, et on parlera des pistes de solutions, du financement. Mais ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans votre livre, Éric Chenu, c'est que vous pointez la triple crise à laquelle on fait face, l'écologique, la démographique et le numérique, l'IA. Et en fait, vous parlez du réchauffement climatique, du dérèglement climatique, comme en fait ayant un lien direct avec le financement de la protection sociale. Et ça, c'est presque contre-intuitif au démarrage. Oui, cette triple transition, elle aboutit à une transformation profonde de nos sociétés. On le voit avec le dérèglement climatique. Mais si on regarde effectivement les sujets environnementaux, l'environnement a un impact essentiel sur notre santé. Les polluants, les pesticides, les perturbateurs endocriniens. C'est de plus en plus documenté, ça entraîne des dépenses. Donc nous, on pose une question par rapport à ça. Est-ce que c'est à la protection sociale seule de réparer
les conséquences d'activités dont on sait qu'elles sont délétères pour la santé. Est-ce qu'à un moment donné, on ne devrait pas, un peu comme une approche de taxe pollueur-payeur, demander aux activités économiques dont les conséquences sont réelles sur la santé d'en payer une partie? En gros, il y a d'un côté une privatisation des gains, de l'autre côté une mutualisation des réparations, et on pense que pour des raisons éthiques, morales, c'est un sujet qui doit être posé. Mais la transition écologique, elle a aussi une autre conséquence. Je vous ai dit tout à l'heure ce qu'étaient les différentes sources de financement de la protection sociale. Si demain, pour enrayer le dérèglement climatique, le réchauffement, on transforme en profondeur nos modes de consommation, nos modes de production, ça a potentiellement un impact sur les flux de financement de la protection sociale. Et donc là aussi, on a un devoir d'anticiper pour éviter l'impéritie et de se retrouver dans une équation intenable demain. Vous pensez aux 20% de TVA, par exemple? Alors nous, on n'est pas, comment dire, forcément très acquis à la question de la TVA sociale. J'ai signé la semaine dernière une tribune avec Marie-Lise Léon sur le sujet. Surtout si cette TVA sociale, comme c'est proposé par certains, elle aboutit à baisser les cotisations comment dire, des entreprises pour au profit de la TVA. Parce que la TVA n'est pas nécessairement l'impôt le plus juste, c'est un impôt anti-redistributif. Donc en revanche, si pour dégager des ressources supplémentaires, on réfléchit à un point de TVA, là, il faudra évidemment se poser la question. Aujourd'hui, on voit le niveau de déficit de la Sécu, donc il faudra tout mettre sur la table, tout regarder et voir comment on répartit cet effort, ce besoin. Mais transformer des cotisations en TVA, ça ne nous semble évidemment pas être la bonne piste à envisager aujourd'hui. Qui paierait très concrètement, Éric Chenu, pour les dépenses de santé supplémentaires en raison des pesticides, du dérèglement climatique, des causes que vous venez d'évoquer? Bah, pour nous, la question, c'est justement d'aller mobiliser et de questionner sur un principe de pollueur-payeur ces acteurs économiques dont les activités, on le sait, ont un impact délétère sur la santé. Et de dire à un moment donné, il y a peut-être une partie des gains de ces acteurs qui pourraient être réaffectés à réparer, parce qu'on sait que ça a une incidence sur les pathologies chroniques, sur un certain nombre de trajectoires. Et donc, ça nous semble essentiel de questionner cet enjeu-là. Mais par exemple, des entreprises d'agroalimentaire, vous pensez à qui comme type d'acteur? Les industries, par exemple, des engrais, des pétrochimies, etc. Enfin, c'est toutes ces activités dont la conséquence sur la santé est directe. Donc, il y a évidemment l'agroalimentaire, il y a la pétrochimie. Voilà, c'est toutes ces activités-là dont l'impact en pollution est réel. Et c'est ça qui nous semble, à un moment donné, nécessaire de questionner. Alors sur l'intelligence artificielle, Éric Chenu, vous la prenez très au sérieux. Vous craignez que les data, nos données de santé, fassent, je cite, exploser le système de protection sociale que nous connaissons, celui de l'assurabilité. D'habitude, vous êtes assez modéré. Là, vous êtes très alarmiste sur cette question. Alors, je suis alarmiste, mais aussi extrêmement positif. C'est-à-dire que en fait, c'est un outil, les data. C'est un outil, les algorithmes. Donc, tout dépend de la manière dont on va utiliser ces outils. Soit on va les utiliser pour personnaliser et aller chercher les personnes les plus éloignées et réduire les inégalités, et auquel cas, ce seront de formidables outils et de formidables progrès. Soit on va utiliser ces outils de façon catastrophique pour segmenter les populations et déconstruire les solidarités. Et auquel cas, ça sera délétère pour notre cohésion sociale. Et donc, nous, on n'est pas à dire il ne faut pas utiliser les data et les algorithmes. Au contraire, on pense que c'est nécessaire, utile, et que ça peut être des leviers de gain d'efficience pour éviter des soins redondants. Parce qu'en accédant aux bonnes informations, on peut vous orienter de manière plus précise vers le bon soin au bon moment, éviter des pertes de chance. Donc nous, on est plutôt à dire il faut utiliser ces outils-là. Mais ça suppose, d'éduquer, de former l'ensemble de la population, les professionnels de santé pour qu'ils puissent les utiliser au maximum de leurs possibilités, mais aussi les encadrer parce qu'il peut y avoir des usages absolument délétères pour notre cohésion sociale. Vous ne voulez pas, en résumé, Éric Chenu, qu'on arrive dans un système où, en fait, nos données de santé puissent
être dépendante de ce qu'on paye ou pas en fonction de notre état de santé. C'est ça que vous craignez en France? C'est ce que nous, on ne souhaite pas, y compris d'autres pays d'ailleurs ont aussi encadré cela, hein. Même aux États-Unis, économie libérale s'il en est, il y a eu un certain nombre de réglementations, notamment sous Obama, pour éviter un certain nombre de dérives. Donc, c'est des sujets qui sont posés. On a la chance d'être en Europe, d'être plutôt très bien protégé au niveau des textes européens, notamment le règlement général sur la protection des données, sur l'IA Act, qui a été publié il y a maintenant 1 an et demi. Donc, on a cette possibilité-là. Mais il faut aussi regarder ce que sont nos usages. Et aujourd'hui, il y a plein d'applicatifs, plein de solutions qui existent, sans forcément que chacun prenne pleine conscience de comment ces données-là peuvent être utilisées. Et on pense qu'il faut absolument se pencher là-dessus. Et on va continuer à en parler dans un instant, Éric Chenu, à 8h20, juste après le journal de la rédaction. Vous restez avec nous. France Culture, il est 8h. Les matins d'été, Astrid de Vilaine. François Bayrou a présenté mardi son plan pour faire de larges économies en 2026 et les dépenses de santé ne sont pas épargnées. Moins de remboursements, nouvelles règles pour les affections longue durée, responsabilisation des patients, nous dit le Premier ministre. Sommes-nous mieux ou moins bien protégés qu'avant? Que signifie vraiment le trou de la Sécu et comment faire pour le résorber? Notre système de protection sociale est-il en danger? Et si oui, comment le sauver? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Michaël Zemmour. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur en économie à l'Université de Lyon 2 et vous avez publié ce livre avec d'autres co-auteurs, Le système français de protection sociale, aux éditions La Découverte. Et Éric Chenu, merci d'être resté avec nous. Vous êtes président de la Mutualité française et je cite votre ouvrage qui sortira en septembre aux éditions de l'Aube, Sauver notre modèle de protection sociale. Alors c'est évidemment ce livre d'Éric Chenu qui nous a donné envie d'organiser cette émission, mais aussi un anniversaire important, les 80 ans de la Sécu au mois d'octobre. Avant que vous n'arriviez, on a écouté un extrait d'Ambroise Croizat, qui est l'un des fondateurs, le ministre du Travail communiste du général de Gaulle. Est-ce qu'à votre avis, tous les deux, la Sécu pourra fêter ses 100 ans? Je pense qu'il n'y a pas trop de doute. En fait, la sécurité sociale, elle a 80 ans et ça fait 80 ans qu'il y a un débat sur sa faillite potentielle, les risques de dérapage. Des historiens de l'économie comme Nicolas Da Silva, par exemple, ou Victor Duchesne, montrent que dès 1946, à l'Assemblée nationale, vous aviez des débats qui ne dénoteraient pas aujourd'hui sur quasiment le trou de la Sécu. Et on peut expliquer pourquoi on parle toujours du trou de la Sécu et on n'entend jamais parler du trou de l'éducation ou du trou de la police, alors que l'État est en fait beaucoup plus en déficit et beaucoup plus endetté que la sécurité sociale. La raison pour laquelle on parle de trou de la Sécu, c'est que la Sécu est une caisse à part, avec des recettes qui lui sont propres, des recettes affectées dont parlait Éric Chenu dans la première partie de l'émission. Ce sont les cotisations sociales qui sont sur votre feuille de paye, la CSG, une partie de la TVA. Et le fait d'avoir une caisse à part et des recettes spécifiques, quand vous les payez, vous savez que ça va aller à la sécurité sociale, c'est à la fois une grande force et ça fait une faiblesse. C'est une force parce que ça vous garantit que ces recettes-là ne seront pas utilisées pour autre chose et surtout qu'elles augmentent comme le reste de l'économie. Les cotisations sociales, elles augmentent au même rythme que les salaires. Donc ça garantit à la sécurité sociale des recettes dynamiques. Mais c'est une faiblesse parce que chaque année, on peut faire apparaître un écart entre les dépenses et les recettes. Et c'est de ça qu'on parle quand on parle du trou de la Sécu. Alors, il y a des années où cet écart est important et inquiétant. Il y a d'autres années où il l'est moins. Mais même les années où il l'est moins, on va parler du trou de la Sécu sur un ton un peu dramatique. Alors, j'ai quand même lu les conclusions de la Cour des comptes et son rapport annuel, qui est quand même assez éloquent. Un risque de cessation de paiement. La trajectoire des comptes sociaux est devenue hors de contrôle. Elle n'a pas l'habitude quand même d'exagérer, Éric Chenu. Quel est votre regard là-dessus? Alors, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, alors qu'on n'est pas en crise économique majeure, il n'y a pas de crise sanitaire, pourquoi est-ce qu'il y a un déficit aussi important, notamment de la branche assurance maladie. Ce déficit, il provient de 2 décisions de 2020. Vous vous souvenez qu'au sortir de la crise sanitaire, on a décidé de revaloriser les métiers à l'hôpital, ce qui était absolument nécessaire. Parce que les mesures dites Ségur, ça représente à peu près 13 milliards.
en budget annuel, sauf qu'on n'a pas donné à l'assurance maladie les recettes pour pouvoir financer ces revalorisations. Et dans le même temps, non seulement on ne lui a pas donné les recettes, mais en plus on l'a privé de 3 milliards de cotisations au nom de la compétitivité économique. Et à la différence des décisions des gouvernements précédents, l'État n'a pas compensé ces exonérations. Donc c'est péjoratif pour les finances de l'assurance maladie. Je tiens à poser ça parce qu'autrement, on ne comprend pas pourquoi on est dans cette situation-là. Et aujourd'hui, où on instrumentalise le déficit en disant « notre modèle n'est plus soutenable ». On a des sujets de fond qui doivent se poser du fait du vieillissement, du fait des besoins de financement qui sont devant nous. Mais aujourd'hui, si on est à ce niveau de déficit, c'est parce qu'il y a des décisions politiques qui ont été prises. Quelles sont, à votre avis, les pistes de financement pour que notre modèle social dure, Michaël Zemmour ? Il y a 2 éléments. Finalement, les premiers kilomètres ne sont pas les plus difficiles à faire parce que, comme vient de le dire Éric Chenu, on s'est créé nous-mêmes ce qu'on appelle des trous dans l'assiette, c'est-à-dire les financements normaux qui devraient aller à la sécurité sociale sont en partie percés par un certain nombre de mesures. Il a évoqué les exonérations de cotisations sociales non compensées. Vous avez aussi dans la rémunération des salariés beaucoup d'éléments qui devraient cotiser normalement et qui ne cotisent pas normalement. Alors, par exemple, l'épargne salariale, le financement par les employeurs des complémentaires santé. Vous avez à peu près 9% de la rémunération des salariés du privé qui ne cotisent pas normalement. Et donc, si on veut aller chercher les premiers milliards, c'est pas très compliqué. Par contre, dans les 10, 20, 30 années qui viennent, il y a un sujet dont vous parliez tout à l'heure qui est que le risque, c'est-à-dire les besoins de se soigner, vont augmenter. À la fois parce qu'on se soigne de mieux en mieux, et puis parce que la population vieillissant, elle s'approche des âges où on dépense beaucoup. Et face à ça, la seule solution envisageable, si on veut garder le même niveau de protection, c'est d'accompagner cette augmentation du risque par une augmentation du financement. Le 3 juillet, au tout début du mois de juillet, le gouvernement a reçu de 3 hauts conseils un rapport sur les pistes pour équilibrer les comptes de la sécurité sociale. Et ce rapport, assez classiquement, il mentionne des pistes d'économie, mais il dit aussi, si on ne veut pas dénaturer la sécurité sociale, on ne pourra pas être crédible sur le redressement des comptes sans affecter de nouvelles recettes. La sécurité sociale couvre des risques. C'est comme les risques inondations. Si votre maison a plus de risques d'être inondée, il faut consacrer de nouvelles ressources pour l'assurer. Ce qu'on oublie parfois, Éric Chenu, c'est qu'elle a déjà été à l'équilibre, cette sécurité sociale. Et il n'y a pas si longtemps que ça, en 2019. Oui, il n'y a pas de fatalité. Le déséquilibre, il provient simplement d'un déséquilibre entre le niveau de dépenses et de recettes. Donc ça dépend aussi de l'intention politique que l'on y met, de la trajectoire. Il y a des sujets sur les recettes, il y a des sujets quand même sur les dépenses. Nous plaidons au niveau de la mutualité sur le fait de travailler davantage sur la pertinence des prescriptions. Aujourd'hui, sans dégrader le niveau de prise en charge, sans augmenter le niveau de reste à charge pour les ménages ou les coûts liés aux cotisations sociales ou mutualistes, on pense qu'on peut mieux dépenser. Aujourd'hui, la direction statistique du ministère de la Santé estime qu'il y a à peu près 50 milliards de soins redondants, inadéquats, pas faits au bon moment. Donc on ne pourra pas tout optimiser, mais on peut, en harmonisant les prescriptions à partir des préconisations de la Haute Autorité de Santé. La Haute Autorité de Santé, c'est une autorité indépendante de grands médecins, de grands scientifiques, qui dit voilà comment telle pathologie doit être prise en charge. On pense que c'est un gain pour les patients, parce qu'au moins on aurait l'assurance d'être bien pris en charge partout sur le territoire en fonction des standards de connaissance du moment. C'est aussi un élément de rassurance pour les professionnels de santé, parce que ça évitera des recours pour perte de chance. Et c'est un gain pour le système de santé, parce qu'on se rassure que les euros mis en commun seront bien dépensés. Et ça ne va pas plaire, pardonnez-moi de vous couper, Éric Chenu, ça ne va pas plaire aux médecins, ça. Certains médecins contesteront et penseront qu'ils pourront décider seuls, mais un certain nombre de médecins estiment qu'aujourd'hui, sachant que au regard des publications scientifiques qu'il y a, il y en a tellement que plus aucun cerveau humain n'est capable de tout absorber, de tout enregistrer, que ça peut être utile. Bien évidemment, le médecin doit toujours pouvoir déroger, mais s'il déroge, il doit le justifier. Comment on peut justifier aujourd'hui qu'un diabète de type 2 n'est pas pris en charge de la même façon si on est à Paris 15e arrondissement, si on est à Mende en Lozère ou si on est, je sais pas moi, en Guadeloupe. Il n'y a aucune raison objective, si ce n'est de savoir si le médecin sort de formation
initiale, a fait ou pas ses formations continues, a vu ou pas un visiteur médical. Je pense que c'est des sujets, en tout cas, qu'il faut poser et qu'il faut se poser parce que, compte tenu des besoins qu'il y a à financer, des sujets qui sont devant nous, si on ne questionne pas aussi la pertinence des dépenses, on aura des choix douloureux à faire. Moi, je préfère qu'on pose ces sujets-là plutôt qu'on double les franchises non remboursées sur les boîtes de médicaments, sur les consultations médicales. Alors j'allais y venir, ça là, vous, sans le citer, vous pointez habilement la déclaration de François Bayrou, notre Premier ministre, qui veut réduire les dépenses sociales de 5 milliards d'euros. Et il propose en effet le doublement à 100 euros du plafond des franchises médicales, aujourd'hui de 50 euros. Ça peut paraître un peu compliqué comme ça, mais ça veut dire qu'on sera moins remboursé sur les médicaments, les consultations, les radios ou les transports sanitaires. Je cite le Premier ministre, pour sortir du tout gratuit et responsabiliser les patients. Qu'en pensez-vous, Michaël Zemmour ? Ça me paraît une très mauvaise idée. Et j'ai été frappé en écoutant le Premier ministre du discours justement sur la responsabilisation du patient. Il a donné un certain nombre d'exemples, les examens redondants, la consommation d'antibiotiques, et il a annoncé des mesures qui sont censées faire payer davantage les patients pour les inciter à moins faire cela. Mais si on regarde les pratiques et les études, on sait bien que la consommation médicale, surtout une consommation remboursée, elle est guidée par les prescriptions. Je ne sais pas, moi, si on consomme trop d'antibiotiques, mais si c'est le cas, c'est très certainement pas du côté du comportement des patients que ça se joue. Et du coup, il y a un discours qui est en décalage avec les faits. En fait, les mesures qui sont annoncées, c'est des mesures très classiques d'économie. On dérembourse, ça va faire des économies. Mais les conséquences que ça va avoir, ça va pas être une meilleure organisation des soins ou des prescriptions, ça va être un moindre remboursement pour les assurés et un vrai risque de renoncement aux soins pour les publics, pour qui ça va être un frein justement à se soigner. Et donc ça, on l'a retrouvé beaucoup. Et il y a un problème dans notre système de santé. Du côté des retraites, on a un risque qui augmente et il n'y a pas de magie. Soit on paye plus, soit on aura moins de retraite. Du côté de la santé, on a bien un risque qui augmente et auquel il va falloir faire face. Mais on a vraiment une question d'efficience de la dépense de santé et d'organisation du système de soins. Et donc, il y a sans doute des gains à faire de ce côté-là, mais il faut le faire du côté de l'offre. Il faut organiser la médecine libérale sans doute différemment de ce qu'elle est aujourd'hui. Il faut organiser l'hôpital. Il faut peut-être organiser la prescription. Je n'ai pas d'avis particulier dessus. Mais ce discours qui consiste, et ces mesures, qui consistent à pénaliser les patients, ça aussi, c'est vieux comme la sécurité sociale et le ticket modérateur. Et on a suffisamment d'études aujourd'hui pour montrer que ça a des effets d'économie, mais pas d'effets sur une amélioration des comportements. Il y a un autre point qui était abordé par François Bayrou, ce sont les affections longue durée. 13 millions de personnes en France qui ont cette ALD. Il souhaite, le Premier ministre, qu'on ne bénéficie plus du remboursement à 100% quand il s'agit d'une autre maladie que celle pour laquelle on a cette ALD. C'est une bonne idée, ça, pour faire quelques économies, Éric Chenu? En fait, c'est simplement l'application des taxes telles qu'ils sont aujourd'hui, qu'a rappelé le Premier ministre. Si on a une affection de longue durée, par exemple sur un diabète, si on va voir le médecin pour autre chose, cette autre chose ne doit pas être prescrit sur la partie de l'ordonnance qui est en référence avec la pathologie pour laquelle on est couvert à 100% pour l'assurance maladie. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une personne en affection de longue durée, elle a une santé plus fragile. Et derrière les propos qui sont envisagés, il y a différentes mesures qui sont en réflexion. Je renvoie au rapport chargé produit de l'assurance maladie qui a été adopté le 3 juillet dernier, des réflexions de rapport de l'Inspection générale des affaires sociales, l'Inspection générale des finances là-dessus. Et là encore, si on est sur des approches purement comptables, on ne prendra pas de bonnes décisions. Il y a évidemment à se poser la question, est-ce que quelqu'un qui a eu un cancer, qui est en rémission complète, au bout de 5 ans, est-ce que la personne doit continuer à être en affection de longue durée ? Ça doit être une question qui doit se poser. Si la personne est totalement rétablie en rémission, je trouve tout à fait raisonnable de se dire que la personne peut sortir du régime des affections de longue durée. En revanche, une personne qui a un diabète, même si ce diabète est stabilisé,
elle reste avec cette pathologie chronique. Et là, il n'y a aucune raison objective, sauf à tordre le régime des affections de longue durée, de ne plus lui permettre d'être couverte à 100%. De l'autre côté, il y a des approches en prévention sur lesquelles on peut faire mieux qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne met pas suffisamment de moyens, notamment en prévention secondaire, c'est-à-dire pour éviter que la pathologie ne survienne, ou en prévention tertiaire, c'est-à-dire que la pathologie ne s'aggrave. Et donc, nous pensons, au niveau des mutuelles, que l'on pourrait faire mieux en lien avec l'assurance maladie pour éviter que certaines personnes qui ont des constantes de santé qui ne sont pas bonnes basculent vers ces affections et qu'on évite que demain, on ait toujours 300 à 400 000 personnes de plus en affection de longue durée chaque année, et bien qu'on investisse davantage sur la prévention. Ça sera un moyen de faire en sorte que la population reste en meilleure santé plus longtemps et à terme de faire des économies. Il y a un principe qui fonde la sécurité sociale et on n'a pas encore prononcé ce mot alors qu'on arrive à la fin de l'émission, c'est celui du solidarisme. Ça veut dire que chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Est-ce que c'est un principe qui, à vos yeux, peut être maintenu dans la situation actuelle, doit être maintenu? Et peut-être un mot sur, vous vous en souvenez sans doute, François Fillon pendant la campagne de 2017, qui proposait, lui, pour, je cite, sauver la sécurité sociale, que ceux qui ont les moyens payent plus leurs médicaments que ceux qui n'en ont pas. Michaël Zemmour. C'est un principe qui fonctionne très bien aujourd'hui et les études économiques montrent que la sécurité sociale en général et l'assurance maladie en particulier, c'est un puissant levier d'égalité et de redistribution. On paye effectivement selon ses moyens, par exemple via la CSG qui est proportionnelle aux revenus ou la TVA qui est plus ou moins proportionnelle à la consommation, et on reçoit des soins et des prestations de santé en fonction de ses besoins et de son état de santé. Et ce qu'il y a de puissant dans ce système, c'est que les plus fortunés n'ont pas l'impression de payer pour les pauvres, ils payent pour leur santé, mais comme ils payent proportionnellement à leurs revenus, au passage, ça finance aussi les soins de santé des personnes qui ont moins de moyens. Et donc ça fonctionne très bien. Et il y a un petit risque à dire, finalement, on va sortir les plus riches de ces remboursements. Le risque, c'est de casser ce mécanisme de solidarité qui fonctionne aujourd'hui. Il y a un deuxième risque qui me paraît important, c'est le risque sur le système de soins. Parce qu'on parle beaucoup d'économie du côté de la sécurité sociale. Et le problème de ces économies, c'est qu'elles pèsent, et notamment elles pèsent là où on peut les piloter, sur l'hôpital. L'hôpital, aujourd'hui, craque, on le sait, il y a le Ségur de la santé, mais ça ne répond pas à tout. Et quand on ne parvient plus à recruter des professionnels de santé ou à les garder en fonction, c'est-à-dire qu'on a des démissions, un turnover très important, le risque de dégradation du système me paraît beaucoup plus important de ce côté-là que du côté des comptes de la sécurité sociale. Éric Chenu ? En total accord avec ce que vient de dire Michaël Zemmour sur le principe d'universalisme et de solidarisme. Non seulement c'est efficace, mais ça coûte moins cher. Ce que je vous disais dans la première partie de l'émission, notre système, même si on prend la totalité des dépenses de santé, c'est beaucoup d'argent, c'est 315 milliards. Mais si on le ramène par personne et par jour, c'est 11 € par jour et par personne. Sur un système solidaire, sur un système universel où tout le monde protège tout le monde. Aux États-Unis, sur un système qui est moins efficace, avec une espérance de vie moindre, beaucoup plus d'inégalités, ça coûte 22 € par jour et par personne. Donc, on a les moyens de cette soutenabilité et on a intérêt collectivement à la préserver. Merci infiniment, Éric Chenu, président de la Mutualité française, d'être venu nous présenter votre ouvrage qui sort au mois de septembre aux éditions de l'Aube, Sauver notre modèle de protection sociale. Et merci à vous, Michaël Zemmour, enseignant-chercheur en économie à l'Université Lyon 2, co-auteur du système français de protection sociale aux éditions La Découverte. France Culture, il est 8h38.